Issu du monde bancaire, il décide à 29 ans de poursuivre l'histoire et le développement de la première microbrasserie française artisanale. Mathieu Breton, directeur général de la brasserie Coref, et cette semaine, l'invité business. Mathieu Breton, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci effectivement d'avoir accepté mon invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes directeur général de la brasserie Coref, brasserie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Création d'ailleurs de cette aventure en 1985, c'était du côté de Morlaix. Le siège est aujourd'hui donc à Carhaix depuis 2005. Ce sont 40 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien pour un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros et 39 000 hectolitres de bière que vous produisez chaque année. Alors aujourd'hui, c'est un peu facile parce qu'on compte plus d'une centaine de brasseries artisanales, notamment en Bretagne. Le mouvement s'est propagé en France depuis de longues années et même hors de l'Hexagone. Mais au départ, en 1985, il faut dire que c'était quand même un sacré pari, un sacré challenge, une aventure que relevaient les fondateurs Jean-François Malgorn et Christian Bancheur. Oh oui, c'était un sacré pari, une sacrée aventure, qui, en toute honnêteté, a vu le jour grâce à la passion de Christian et Jean-François, plus connu sous le nom de Jeff dans le milieu. Donc c'est Jeff et Christian qui vraiment, avaient rencontré un personnage qui les a amenés avec lui dans ce rêve de bière naturelle et en fait dans ce nouveau microbrassicole qui s'appelait Peter Austin. Et quand ils ont découvert en fait les bienfaits du projet de Peter, ils sont tombés complètement amoureux finalement de cette première Coref qui s'appelle la Coref Ambrée, connue par les spécialistes de la bière sous le terme technique de Real Ale, donc c'est une vraie ale, donc tirée sans gaz ajouté, bière complètement naturelle, aucun stabilisant. Ils étaient pionniers à cet égard. C'était pionnier de chez pionnier, à tel point que peu de gens y ont cru, on ne va pas se mentir, que ce soit les chambres de commerce ou les écoles qui avaient été sollicitées pour faire l'étude de marché. La conclusion, c'était, les gars, vous êtes fous, en fait, le marché est en train de se concentrer, c'est-à-dire qu'à l'époque, la maison de BSN, Cronenbourg, rachète un peu tous ces brasseries indépendantes. On en avait chez nous à Brest, il y en avait à Nantes, il y en avait un peu partout, à Rennes. Le marché se concentrait énormément, et là-dessus, il y a deux fous furieux qui se disent, avec quelques milliers de francs, on va s'installer dans un garage rue de Villeneuve et on va produire et commercialiser de la bière. Ça paraissait un peu, un peu fou, sachant qu'il y avait très peu de moyens, puisque peu de levée de fonds, puisque peu de conviction dans le projet. Et c'est vrai que si je prends une petite illustration comme ça, à l'origine, les bistrotiers qui faisaient le choix de vendre de la Coref étaient contraints d'acheter leur système de soutirage. À une époque où un groupe comme nos confrères alsaciens ou les Hollandais, par exemple, allait vous offrir presque une bagnole pour bosser avec vous. Donc non seulement vous donnez le matériel, mais on vous fournissait des palettes entières de verre, tout ce dont vous aviez besoin pour travailler, et même le petit cadeau qui allait bien si les volumes le justifiaient. Donc là, pour travailler avec Coref, il fallait acheter ses verres, il fallait acheter sa pression, il fallait bien souvent plus mettre un coup de tronçonneuse dans son comptoir, parce que c'était un système un peu particulier, avec un frigo juste en dessous, qui nécessitait en fait de revoir complètement même la structure même du bar. Donc c'est vrai que les premiers bistrotiers qui ont accompagné Christian et Jean-François, qui ont cru avec eux dans ce projet, c'était un sacré effort, quoi. Bon, en 2008, vous prenez la relève avec Paul Bégaud, qui était déjà dans l'entreprise. Dans quel contexte se passe la transmission? Alors, ce n'était pas avec les fondateurs, mais avec l'ancien propriétaire qui avait pris la suite de ses fondateurs, Christian Troadec, l'emblématique maire de Carhaix. Christian Troadec a pris la suite de Christian et Jean-François dans les années 90, tout simplement parce que Christian et Jean-François ont travaillé 7 jours sur 7 pendant un tas d'années, et qu'ils n'avaient pas 20 ans quand ils ont commencé, donc au bout d'un moment, ils se sont dit « Ok, il va peut-être être temps de passer la main avant qu'on s'essouffle vraiment ». Non pas que la passion les perdait, ils étaient rincés. Donc Christian a pris leur suite, il va garder la brasserie également une petite dizaine d'années. Et puis ce qui se passe, en fait, c'est que sa vie politique va commencer à prendre un certain essor, vous avez dit vous-même emblématique, et que continuer à gérer autant de projets de front, c'est pas si simple. Et il a fait le choix politique, et donc il s'est mis en quête de trouver des repreneurs à son projet. Vous aviez, 29 ans, quand vous prenez justement la direction de cette brasserie. C'était dans la lignée de tout ce que vous avez évoqué, c'est une espèce de militance, de conviction très forte, finalement, qui vous anime plus que le projet économique? Ah oui, puis après, il y a Coref. Coref, moi, j'ai pas l'âge de Coref, mais pas loin. On va dire que mes premières bières en tant que Brestois, dans les pubs, c'était Coref.
Alors, toute proportion gardée, hein, mais j'avais cette marque comme une forme d'élément du patrimoine breton. J'étais bien loin d'avoir le niveau de connaissance que j'ai aujourd'hui et de compréhension même de Coref. Mais pour moi, c'était une marque... Voilà, c'était le Guinness breton de l'époque. On rentrait et on commandait une pinte de Coref. Quand on a entendu même parler du projet de Christian qui cherchait les repreneurs avec mon acolyte de l'époque, on s'est même demandé si c'était à notre possible, quoi. Enfin, c'était presque un rêve quand on s'est dit tiens, on va voir avec lui si peut-être c'est possible. Et effectivement, ça l'était, mais on y allait presque. C'est un peu comme vous voyez une très jolie maison dans votre rue que vous avez toujours rêvé. Dire, oh, c'est beaucoup trop cher pour moi, je ne vais pas la prendre. Et en fait, on s'est rendu compte que si, c'était à peu près faisable et que les banques étaient d'accord pour nous suivre. Bon, aujourd'hui, Mathieu Breton, l'ensemble des marques bretonnes représentent seulement, si je puis dire, 10% du marché en Bretagne, sur notre territoire au niveau régional. Ça veut dire à l'inverse que 90% des bières consommées sont évidemment aujourd'hui le reste des grands brasseurs que vous avez notamment évoqués. Ça veut dire qu'il y a un potentiel formidable pour vous? C'est pour ça que cette multiplicité de création et on va dire, de ce déploiement des microbrasseries sur le territoire, aujourd'hui, on a régulièrement cette question, mais ça ne vous inquiète pas. Honnêtement, je pense qu'il y a encore un bout de chemin à faire avant qu'on commence à se demander si entre nous, ça va être compliqué, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette ambiance un peu sympa entre les brasseries locales et qu'on arrive à se fédérer pour faire pas mal de projets ensemble, à l'image de ce qu'on a mis en place depuis un peu plus de 10 ans maintenant sur les céréales, quand on a réimplanté en fait la production de céréales en Bretagne. Nous, on fait partie des membres fondateurs de ce projet, hein, et c'est vrai qu'à l'origine, les réunions, on était 5-6 entre les agriculteurs et les brasseurs. Aujourd'hui, rien que les agriculteurs, côté paysans, je crois qu'ils sont 90. C'est super. Voilà, un bel aboutissement. C'est plusieurs milliers de tonnes de céréales produites et récoltées, transformées en bière. Et depuis 1 an maintenant, elle est même transformée en bière à Sker, donc dans une malterie qu'on a créée en Skik, voilà, un peu plus de 1 an et demi, quoi. Au moment d'ailleurs de la reprise, alors là c'est plus pour l'international, ou en tout cas sortir des frontières de Bretagne, vous évoquiez le fait que vous ne fermiez aucune porte pour aller en dehors de ce territoire breton et en dehors de l'Hexagone. Est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui ou c'est pas un sujet, Coref, à l'export? C'est pas une volonté dans le sens stratégique. Après, on ne se ferme à rien, effectivement. Vous voyez, juste un petit peu avant le Covid 1, on va l'appeler comme ça, en 2020, c'est vrai qu'on avait contractualisé un contrat de fourniture avec une chaîne de crêperies espagnoles, tenue par des Bretons, à qui ça faisait plaisir de proposer Coref à leurs consommateurs, de faire découvrir un petit bout de leur territoire à eux. Et c'est vrai qu'on avait entamé un process de fourniture là-bas. Donc, effectivement, on est fermé à rien. Après, on n'a pas déployé une force de vente spécifique ou des moyens dédiés. Ça vient quand ça vient. Voilà. La plupart du temps, c'est un Breton qui part quelque part et qui se dit tiens, je vais prendre un bout de mon territoire avec moi pour le montrer à mes nouveaux concitoyens ce que c'est mon pays, quoi. Votre activité est très orientée, en tout cas pour grande partie, vers les événements et les grands festivals, et notamment celui de Carhaix. Comment est-ce que vous vivez cette crise-là depuis 1 an et quel impact sur votre business? Ça a été très compliqué au début, parce qu'en fait, au-delà des festivals, on a surtout une très grosse exposition en bistrot, qui est notre premier marché, hein. Donc si on associe la fermeture des bistrots et un événementiel quasi éteint complètement, quoi. Il ne se passe pas grand-chose, à l'exception de quelques petits événementiels de particuliers. Impossible de compenser en GMS sur les ventes. Très compliqué. On est plutôt sur du 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers qui vont être commercialisés en fût et 1 tiers qui va être commercialisé à l'époque en bouteille. Donc on s'est un peu reconfiguré. Les 2 premiers mois, ça a été un peu dur, on a dérouillé pas mal. Et puis on a essayé de s'organiser, de se réorganiser, d'innover. On a étendu pas mal de gammes bouteilles. On a aussi tenté d'améliorer nos techniques d'approche de ce canal commercial pour faire ce qu'on pouvait pour limiter la casse. Il est déjà temps, Mathieu Breton, de passer à la séquence inspiration. En effet, pour mieux comprendre ce qui peut inspirer nos chefs d'entreprise dans leur prise de décision, dans leurs actions, dans leurs engagements au quotidien, eh bien, si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Mathieu Breton, donc parlez-nous de votre dernière lecture ou d'une lecture qui vous a marqué, qui vous a inspiré. Alors, la dernière m'a beaucoup inspiré. C'est sur les conseils de ma responsable marketing, Maëlys, qui m'a offert ce livre très gentiment en disant « Tiens patron, j'ai pensé à toi ». Et ça s'appelle « Let Go People Surfing ». Donc c'est le bouquin qu'a écrit Yvon Chouinard, je crois, le patron de Patagonia, qui est assez sympa et qui va
aborder en fait l'angularité commerciale et l'angularité entrepreneuriale et même marketing d'un point de vue totalement différent, qui correspond, et elle ne s'était pas trompée, en fait, à l'ADN de Coref et à la façon dont nous, on va gérer ça depuis la création, bien avant moi, bien avant, voilà. C'était déjà comme ça que Christian et Jeff travaillaient. Ouais. Un déplacement ou une expérience géographique, un voyage qui vous a marqué, Mathieu Breton? C'est vrai qu'on a tous les ans, on avait l'habitude d'aller à Nuremberg, il y a une espèce de grande manifestation autour de la bière. C'est là qu'on va apprendre tout ce qui se fait de nouveau, tout ce qui se fait les évolutions techno, les évolutions en termes de matières premières, la R&D sur des nouveaux houblons, voilà, c'est assez sympa, donc ça c'est le rendez-vous annuel, voilà. Le dernier investissement, ou l'acquisition, allez, même la dépense qui vous a marqué, ou en tout cas qui est importante pour vous, selon vous? On avait un projet qui nous tenait fort à cœur depuis longtemps, c'était de basculer en fait en silo pour nos céréales, parce qu'on utilise quand même notre matière première principale au-delà de l'eau, c'est l'orge, le malt, quoi. Et on utilise des quantités assez importantes qui jusqu'alors étaient livrées dans des grands sacs qu'on appelle des big bags. Comme le Covid nous a un peu freiné dans nos investissements, en tout cas nous a inspiré, c'est le cas de le dire, un peu de prudence. On n'y a pas été l'année dernière et on s'est dit cette année, fermé ou pas, on y va, parce que voilà. Donc c'est un projet qui nous a tenu à cœur, c'est un projet coûteux, hein, mais ça nous tenait vraiment à cœur, parce que c'était plus possible de voir tout ce plastique balancé, enfin tous ces sacs balancés, quoi. Une maxime, tiens, une devise, une citation que vous aimez vous répéter, ou dont vous vous souvenez, qui peut guider vos actions, vos décisions au quotidien? La première perte, c'est la meilleure. On a le droit de se planter, mais il ne faut pas s'obstiner. Un entrepreneur, finalement, son boulot, c'est d'essayer, hein, quelque part, et d'entreprendre par essence. Mais on n'a pas toujours bon. Alors pour terminer, peut-être un personnage, tiens, de la grande histoire ou de votre entourage proche, tiens, disparu aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander bon conseil ou avec qui vous aimeriez converser? Mes grands-parents étaient des gens très simples. J'ai passé beaucoup de temps avec eux parce que je suis fils de commerçant. Donc, par chance, mes grands-parents habitant sur la même commune que mes parents, on a passé beaucoup de temps chez eux. Et ma grand-mère était crêpière, mon grand-père était RIMA, régiment infanterie de marine. Et ils avaient pour habitude de nous donner comme ça énormément de règles de conduite, de vie. Toujours orienté vers le respect, vers le fait qu'on est un élément agissant dans un environnement. Et c'est vrai que c'est des gens avec qui j'appréciais beaucoup échanger parce qu'ils laissaient souvent l'humain et la bienveillance au centre de leur position. Merci beaucoup Mathieu Breton, merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Je rappelle évidemment que vous êtes le directeur général de la brasserie Coref et merci pour votre accueil aujourd'hui. Merci à vous.